Il y a un truc que les enfants font tous, et je suis sûr que toi aussi, quand t'étais petit ou petite, faisons pas de discrimination, tu as fait. Quand ta mère t'achetait de nouvelles baskets, tu les mettais tout de suite au pied et tu te mettais à courir. Et là, tu te disais « Waouh, c'est les baskets qui courent vite !» Le fitness, cette belle industrie qui cherche toujours à s'étendre et par ce biais à nous vendre du rêve, a profité de ça pour devenir ta nouvelle maman. Quoi de mieux donc que d'innover avec de nouveaux produits qui te permettent de gagner instantanément de la puissance. Aujourd'hui, on va donc parler de 3 trucs un peu étonnants. Bon, sauf pour le premier, clairement le premier, je voulais juste en parler parce qu'il est commun en salle de sport. Qui te permettent d'accéder à une version supérieure de toi-même. Les gants. Clairement, c'est ni nouveau, ni revendiqué par une majorité de pratiquants comme te faisant gagner de la force. En plus, je vais te donner que mon avis et pas d'études scientifiques pour l'appuyer. Tu la sens, la belle odeur de l'arnaque? Mais non, ne pars pas, t'inquiète, je voudrais juste te faire un petit aparté au début. Ça fait longtemps que j'ai envie de parler des gants et je voulais pas non plus y consacrer une vidéo complète. Donc là, ça tombe bien. Parce que je comprends pas un truc simple. Pourquoi on leur fait autant la chasse? Les ceintures? Ça fait viril. Les straps? Personne fait son max soulevé de terre sans. Les bandes de genoux? Franchement, t'as déjà vu quelqu'un à ta salle avec? Mais alors les gants, tout le monde se fout de la gueule de ceux qui les portent pour peu que ce soit des hommes. Alors faisons leur justice, même si j'en porte pas moi-même. Quand t'es un athlète qui fait un autre sport ou que ton métier demande une certaine précision, t'as pas forcément intérêt à t'arracher les mains à la salle, histoire d'être un minimum performant ailleurs. La matière des gants permet le plus souvent un meilleur grip et donc d'avoir moins le handicap des mains glissantes, ce qui donne une production de force accrue. Et ça permet aussi de les glisser dans la vidéo. Ça évite du coup d'utiliser la magnésie qui n'est pas autorisée dans toutes les salles et faut le comprendre, c'est difficile à nettoyer pour les coachs. Chacun fait bien ce qu'il veut à la fin. Je suis sûr que toi aussi t'as un truc un peu honteux que tu fais tout seul. Eh ben eux, ils s'assument devant tout le monde et on devrait les respecter pour ça. Bref, passons au deuxième produit pour rentrer dans le vif du sujet. Les sels d'ammoniac. Je sais pas si tu vois qui est Juji Mufu et si son nom ne te dit rien, je suis à peu près sûr que tu as au moins vu une fois une de ses vidéos de cascade bodybuilding. Il est ultra connu et plein de ses courtes vidéos sont devenues virales. Une de ses marottes, c'est l'utilisation de sel d'ammoniac à sniffer. Jamais testé moi-même, mais à ce qui paraît l'odeur est tellement forte que ça te défonce la tête et c'est censé te booster. Je t'avoue, j'en parle parce que j'ai vu cette vidéo récemment réalisée par From Human to God et Jean Honche. Les sels ont été présentés par Jean Honche comme un moyen de gagner de la force, ça augmenterait le taux d'adrénaline dans le sang. À ce moment précis de la vidéo, il y a une sonnette d'alarme interne qui a retenti et qui m'a dit « Mec, t'avais lu des trucs là-dessus et il me semble que c'était pas ça. » J'ai retrouvé l'article en question et bien que super bien fait, à base d'études scientifiques et d'analyses menées superbement. Il est dans Mass, une revue anglaise et surtout payante. Au lieu de t'en faire une bête traduction, j'ai fait d'autres recherches de mon côté et j'ai essayé de synthétiser tout ça. Donc voici ma réponse à « Est-ce que ça marche ou non ce machin bizarre ?» En gros non, mais alors pas du tout. Oui, ça augmente ton rythme cardiaque et respiratoire. Oui, ça te fait être beaucoup plus alerte. Mais alors pour ce qui est de l'augmentation de la force et de la performance, ça laisse plutôt à désirer. Sur toutes les études menées, que ce soit à 85 ou même à 100% de la RM, aucune amélioration significative n'a lieu. De plus, pour les autres sports, le fait d'en consommer va certes te tenir plus en alerte, mais au prix de la coordination motrice fine. Pas de bol, elle est très souvent essentielle à la performance, voire tout le temps. Et je trouve ça très intéressant car c'est l'illustration de plusieurs principes. Peu importe qu'une chose soit efficace sur le papier, si dans la réalité du terrain ça n'est pas vérifié, ça ne sert à rien. Si une substance semble avoir de l'effet, alors dans le doute, tout le monde s'y mettra. En particulier si les collègues le font. Près de 50% des powerlifters en prennent. Et avec la vidéo de Jean Honche et From Human to God, je suis prêt à parier que des petits viewers du dimanche vont s'y mettre. Enfin, pour quand même tempérer mes propos, il se peut qu'on n'ait pas pris des gens très habitués dans les études au sel d'ammoniac. Peut-être qu'à force de les utiliser, on s'habitue et donc qu'on a une meilleure gestion de notre corps. On peut donc profiter des effets positifs sans ceux négatifs. Mais j'en doute fortement. Les protège-dents. Alors déjà, pourquoi? Eh bien parce que ça fait gagner de la force quand tu serres les dents et qu'on n'a pas envie de se les exploser. On parle de force, mais aussi de force explosive après des tests sur les athlètes. Comment cela fonctionne-t-il? Potencier, action sur les nerfs, cortisol mieux contrôlé? Tout le monde n'est pas d'accord, voire à sa propre explication dans ce que j'ai pu lire. Du coup, je vais m'intéresser à celle qui me semble la moins farfelue. L'activation de la mâchoire permet de mieux stabiliser le cou et donc la colonne vertébrale. Or, on sait qu'un manque de stabilité amène à une limitation automatique de la force. Bien sûr, certains mécanismes ne sont pas encore connus et on sait que le système nerveux nous réserve bien des surprises. Et même si ça n'était pas le cas, que ça ne fonctionnait pas, on n'a vu aucun effet négatif sur la force à utiliser un protège-dents.
sauf si on ne mord que d'un seul côté. Mais on peut supposer que c'est plutôt parce qu'on a demandé une tâche particulièrement difficile pendant qu'on force. Bah ouais, mordre d'un seul côté, ça demande de la concentration. D'ailleurs, je pense que c'est un élément clé à garder à l'esprit quand on s'en sert. Rien ne sert de mordre le plus fort possible. Mieux vaut plutôt se laisser naturellement aller à mordre quand le mouvement devient difficile, et là en revanche ne pas hésiter. Pouvoir augmenter sa force, ça ne veut pas dire devoir le faire à chaque série de chaque entraînement. Tes muscles auront par définition plus de tension à subir, et ta récupération en sera forcément affectée, que tu le veuilles ou non. Le garder pour tes premières parties de séance où tu auras les exercices les plus difficiles, c'est peut-être le plus intelligent. Comment le choisir? Il semblerait que d'après ce que j'en ai lu dans les études, l'épaisseur soit un facteur important. En avoir un suffisamment épais pour qu'on puisse bien forcer dessus, ce sera peut-être mieux qu'un simple Armor Bite de chez Under Armour. Et si les résultats ne sont pas tous en accord avec ce que je vais te dire maintenant, bien que certains le soient, il me semble logique qu'un protège-dents fait par un dentiste va être plus efficace. En effet, n'oublie pas que comme son nom l'indique, un protège-dents c'est fait pour protéger tes dents. Or, peut-être que pour ça, un gars qui a fait plus de 10 ans d'études et qui a prêté le serment d'Hippocrate sera légèrement plus fiable qu'une industrie. Après tout ça, rappelle-toi que j'ai un Instagram sur lequel tu peux passer, un Discord sur lequel tu peux nous rejoindre, un Utip, un Tipeee pour me récompenser si tu penses que mon travail mérite salaire. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. J'avais entamé une série sur les équipements de fitness débiles. Est-ce que tu penses que je devrais la reprendre? Parce que j'aimais bien.